Le vent hurlait comme une bête vivante, déchirant les ruelles étroites d'Édimbourg. La neige et les éclats de pluie glacée fouettaient les murs, chaque rafale assez tranchante pour transpercer les os. C'était le genre de tempête qui rendait la ville ancienne et hostile, comme si les pierres elles-mêmes refusaient la survie des hommes. Quelque part dans cette tempête, deux petites silhouettes s'accrochaient à la vie. La voix d'Ako fendit la nuit, rauque de fureur et de désespoir. Il nous a laissés ici, laissés geler comme si nous n'étions rien. Ses poings, rouges et meurtris par le froid, martelaient la haute grille de fer. Le métal gémissait mais refusait de céder. Les larmes coulaient sur ses joues, gelant aussitôt, tandis qu'à côté d'elle, Anna titubait. Elle serrait un carnet de croquis en lambeaux contre sa poitrine, comme si son âme en dépendait. Ses lèvres bleues tremblaient, son souffle était court, mais elle refusait de lâcher prise. Des ombres surgit une silhouette. Grande. Imposante. Étrangère à ce chaos. Sa forme se découpait dans la tempête comme une lame sombre, stable là où tout vacillait. Pendant un instant, les filles crurent que le salut arrivait. Mais plus il approchait, plus une inquiétude glaciale se nouait dans leur ventre. Était-ce un sauveur, ou quelque chose de bien pire? Avant de le savoir, laissez-moi vous poser une question. Si vous étiez abandonné, transi de froid, perdu au milieu d'une tempête, et qu'un inconnu surgissait de l'obscurité, lui feriez-vous confiance? Gardez cette pensée. Car cette nuit-là, à la lisière d'Édimbourg, un homme nommé Miles Davenport menait sa propre bataille contre la tempête. À l'intérieur de son jaguar noir, véritable cocon d'acier, il serrait le volant de toutes ses forces. Les routes étaient traîtresses, la grêle martelait le pare-brise comme des balles, les phares inutiles face aux murs de neige aveuglante. Miles n'était pas du genre à se laisser impressionner, il avait déjà affronté des fusions à plusieurs milliards avec un sang-froid implacable. Mais ce soir, la tempête le mettait à l'épreuve. La ville n'avait pas connu un tel déchaînement depuis plus de 10 ans. Et Miles, riche, puissant, intouchable, avait choisi délibérément de vivre loin du monde, dans un domaine perché sur les hauteurs escarpées d'Arthur's Seat. Son manoir, fortifié de pierres et de luxe moderne, était sa forteresse. Son refuge. Sa prison volontaire. Depuis des années, sa monnaie était la solitude. Et il la dépensait sans compter. Mais cette nuit-là, tout allait changer. Lorsque sa voiture glissa devant les immenses grilles de fer forgé, Miles aperçut quelque chose d'inhabituel. Ses phares balayèrent la neige et révélèrent deux petites formes recroquevillées contre le pilier de pierre. D'abord, il pensa à des animaux, des chiens errants cherchant refuge. Mais en approchant, l'illusion s'effondra. Son cœur se serra. C'étaient des enfants. Il écrasa les freins, les pneus hurlant sur la glace. La portière claqua, et la tempête le frappa au visage avec une brutalité implacable. Même dans son manteau de laine coûteux, le froid s'infiltra jusqu'à ses os. Mais il n'hésita pas. Il courut vers elle. Deux fillettes, pas plus de 7 ans, s'agrippaient l'une à l'autre. Leurs manteaux usés, bordés de neige, leurs visages livides comme des spectres. Leurs lèvres tremblaient d'un bleu inquiétant. « Mon Dieu !» Les mots lui échappèrent. « Que faites-vous ici ?» Sa voix avait claqué, plus dure qu'il ne l'aurait voulu, réflexe de stupeur plus que de colère. Les fillettes ne répondirent pas. Elles le fixaient seulement de leurs yeux immenses, identiques, mélange de peur et d'épuisement. L'une serrait la main de l'autre si fort que ses doigts blanchissaient. Mais aucune ne lâchait. Sans réfléchir davantage, Miles arracha son manteau et l'enroula autour des deux enfants. La chaleur était dérisoire, mais c'était quelque chose. Il les souleva dans ses bras. Elles ne pesaient presque rien, frêles, tremblantes, comme si la tempête pouvait les éteindre d'un souffle. Les grilles s'ouvrirent avant même qu'ils ne les atteignent. Mrs. Whittaker, sa vieille gouvernante, l'attendait. Elle porta une main à sa bouche. « Grand Dieu, monsieur! Où les avez-vous » À la grille, coupa Miles en pénétrant dans le hall avant que la tempête ne les engloutisse. Les lourdes portes se refermèrent dans un grondement sourd. La chaleur du manoir les enveloppa, mais les fillettes grelottaient encore. Mrs. Whittaker s'affaira, courant chercher des couvertures, de l'eau chaude, une bouilloire. Miles les porta jusque dans le salon, où le feu flamboyait dans la cheminée de marbre. Il les déposa doucement sur le large sofa de cuir. Les flammes dansaient sur leurs visages, révélant ce que la tempête avait tenté de dissimuler. Des jumelles. Identiques, mais différentes. L'une le fixait d'un regard franc, presque défiant. L'autre, plus nerveuse, observait chaque détail de ce monde inconnu. La voix de Miles s'adoucit malgré lui. « N'ayez pas peur. Vous êtes en sécurité maintenant. » Mais même en prononçant ces mots, il savait que la sécurité n'était qu'un mirage. Des enfants ne surgissaient pas par hasard devant le domaine d'un millionnaire reclus. On les avait amenés ici. On les avait abandonnés. Et quelqu'un, quelque part, avait une raison. Alors que Mrs. Whittaker les enveloppait de couvertures épaisses et plaçait des tasses fumantes de cacao entre leurs mains glacées, Miles s'adossa, les observant. La tempête hurlait encore dans les cheminées, secouant la maison comme un spectre furieux. Et en cet instant, Miles comprit,
Sa vie de solitude méticuleusement bâtie venait de se fissurer. Le feu crépita, projetant des étincelles dans l'air. Une des jumelles parla enfin, sa voix faible mais ferme. « On nous a dit que vous pouviez nous aider. » Miles se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les yeux plissés. « Qui vous a dit cela ?» La fillette hésita, lança un regard à sa sœur. Puis, presque dans un souffle. « Notre beau-père. Il a dit que vous étiez riche, et bon. Que vous pourriez peut-être nous donner une maison. » La mâchoire de Miles se crispa. Un mélange étrange d'incrédulité et de colère bouillonna en lui. Où est-il maintenant? La petite haussa légèrement les épaules, un geste trop adulte pour son âge. Parti. Il nous a laissés à votre grille, et s'est enfui. La lumière du feu se refléta sur le visage fermé de Miles. Ce n'était pas de la charité. Pas un simple élan de générosité. C'était autre chose, quelque chose de bien plus lourd. Et pourtant, en observant leur visage fragile, blotti dans son manteau et les couvertures de Mrs. Whittaker, une certitude tranquille s'imposa. Cette nuit avait tout changé. Peu importait ce qui viendrait. Les repousser n'était plus une option. Miles s'enfonça dans son large fauteuil à haut dossier, observant les fillettes qui serraient leur tasse de chocolat chaud comme si leur vie en dépendait. La vapeur s'élevait autour de leurs petits visages, mais les tremblements de leurs mains trahissaient à quel point le froid s'était enraciné dans leurs os. Il savait qu'il ne fallait pas les bombarder de questions. La confiance n'était pas quelque chose que l'on exigeait, c'était quelque chose qui se gagnait. Lentement. Avec précaution. Puis, la plus petite, la plus discrète des jumelles, Anna leva les yeux du bord de sa tasse. « Notre mère » murmura-t-elle. Les mots étaient si faibles que Miles crut presque les avoir rêvés. Avant qu'il ne réponde, l'autre, Akko, redressa la tête, la mâchoire serrée de détermination. Elle est à l'hôpital. Elle ne s'est pas réveillée depuis l'accident. Miles se pencha en avant, les coudes posés sur ses genoux. Quel genre d'accident? Une voiture l'a percuté. En rentrant du travail, répondit Akko. Son ton était tranchant, comme si elle le défiait de mettre en doute la vérité. La voix d'Anna suivit, tremblante mais ferme. Notre père, il est mort quand nous avions 3 ans. Un silence pesa dans la pièce. Seul le feu crépitait, un rondin se fendant avec un sifflement sec. Des orphelines. Pas de nom, mais de fait. Un parent enterré depuis longtemps. L'autre enfermé dans un coma, suspendu entre la vie et la mort. Et un beau-père qui les avait abandonnés au cœur de la tempête. L'estomac de Miles se serra. Il avait connu l'épreuve, lui aussi, la solitude glaciale des pensionnats après la mort soudaine de ses propres parents. Mais ce qu'il avait enduré ressemblait presque à du confort en comparaison. Au moins, il avait eu une stabilité. Un toit. Ses enfants, elles, n'avaient eu ni l'un ni l'autre. Mrs. Whittaker revint avec d'autres couvertures, s'affairant autour des fillettes avec une urgence maternelle. La vieille maison, avec ses hauts plafonds et ses longs couloirs résonnants, semblait s'adoucir en leur présence, comme si elle aussi comprenait qu'un changement venait de s'opérer. Mais l'esprit de Miles, lui, s'emballait déjà. Des enfants abandonnés à son portail. Une mère à l'hôpital. Un beau-père disparu. Rien de tout cela n'avait de sens. « Pourquoi moi » demanda-t-il enfin, la voix basse mais ferme. « Pourquoi vous a-t-il amené ici » Pour la première fois, Akko hésita. Sa petite main glissa dans la poche de son manteau. Quand elle la ressortit, elle tenait un carnet de croquis usés. Elle le tendit vers lui. Miles le prit délicatement, son pouce effleurant la couverture de cuir abîmée. Les bords étaient effilochés, les pages ramollies par des années d'usage. Il l'ouvrit et se figea. La première page montrait un dessin si précis qu'il semblait presque photographique, une vue côtière de Monterey Bay, en Californie. Son cœur fit un bond. Ce n'était pas de l'imagination. C'était de la mémoire. Sa mémoire. Il connaissait cet endroit. C'était là qu'il avait grandi. Anna parla doucement, ses yeux ancrés dans les siens. C'est notre mère qui l'a dessiné. Elle disait que c'était un endroit où quelqu'un d'important pour elle avait vécu autrefois. Le souffle de Miles se bloqua. Le monde était vaste, et pourtant, voilà un fil direct entre la mère de ses enfants et son propre passé. Une coïncidence? Peut-être. Mais pas de celle qu'on pouvait ignorer. Sa voix sortit rauque. Où est-elle maintenant? Dans quel hôpital? Akko le lui dit. Le nom lui était familier. L'un des plus anciens établissements de la ville, respectable, mais sous-financé. Un lieu où les patients restaient souvent trop longtemps, faute de moyens. Miles y avait financé des projets autrefois, toujours à distance, toujours par des intermédiaires. Mais cette fois, c'était personnel. Dehors, la tempête frappait les vitres, secouant les carreaux comme pour le pousser à prendre une décision. À l'intérieur, Miles fixait le carnet comme s'il contenait des réponses aux questions qu'il n'osait pas encore poser. Il le referma doucement et le rendit à Akko. « Demain, dit-il d'une voix calme. Nous irons la voir. » Les filles échangèrent un regard, mélange d'espoir et de peur. Et dans cette petite étincelle de confiance,
Miles sentit quelque chose d'inédit remuer dans sa poitrine. Au matin, la tempête s'était apaisée. Édimbourg reposait sous une fragile quiétude, la ville transformée en carte postale de toits enneigés et de rues silencieuses. Mais à l'intérieur du manoir de Miles Davenport, le silence était une denrée rare. Les jumelles s'étaient levées tôt, attirées par la chaleur de la cuisine. Mrs. Whittaker, dans un élan inhabituel, leur avait permis de participer au petit déjeuner. Quand Miles entra, l'odeur de pain chaud et de tartines grillées le surprit. Il s'arrêta sur le pas de la porte, déconcerté. Ako était debout sur une chaise, remuant consciencieusement un saladier de pâtes, ses petites mains couvertes de farine. De l'autre côté de la table, Anna, silencieuse, dessinait dans son carnet, son crayon glissant avec aisance malgré les bruits alentours. C'était une vision étrange. Des enfants occupant librement son espace. Leur rire résonnant dans des couloirs autrefois voués au silence. Et, au lieu de l'inconfort attendu, Miles ressentit autre chose. Une étrange, troublante sérénité. Il resta plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu, immobile, à les regarder. Les jours suivants, un rythme fragile mais réel s'installa. Ako, intrépide, curieuse, bavarde, suivait Mrs. Whittaker partout, posant 1000 questions. Les recettes. Les règles de la maison. Pourquoi la vieille horloge sonnait à des heures étranges? Pourquoi tant de portes restaient fermées? Anna, elle, préférait les coins calmes. Elle portait son carnet partout, le remplissant de pages qui ne reflétaient pas seulement ce qu'elle voyait, mais ce qu'elle ressentait. Un soir, Miles surprit l'un de ses dessins. C'était son bureau, rendu avec une précision méticuleuse. Chaque pli du fauteuil en cuir. Chaque veine du bois de son bureau. Mais elle y avait ajouté quelque chose qui n'existait pas, un rayon de soleil illuminant un vase de fleurs fraîches. « Tu l'as changé », remarqua-t-il doucement. Anna leva les yeux, sans crainte. « C'est comme ça que ça devrait être. » Et à cet instant, Miles comprit, elle ne se contentait pas de reproduire la réalité. Elle la remodelait. La réparait. L'infusait de beauté et d'espérance, comme si son crayon pouvait guérir les fissures du monde. Pour la première fois depuis des années, il se demanda, peut-être que c'était possible. Mais la vie au manoir n'était pas sans fissures. Un après-midi, alors que Miles était en ville, Anna s'éclipsa discrètement par le portail latéral sans prévenir. Quand il rentra, Ako pleurait, et le visage de Mrs. Whittaker était livide. Ils retrouvèrent Anna assise sur un banc glacé du parc, en train de dessiner l'étang gelé. Quand Miles lui demanda pourquoi, elle haussa simplement les épaules. « J'avais besoin de voir autre chose. » Cette réponse, si simple, glaça Miles plus que la tempête elle-même. La confiance était encore fragile. Leur passé avait été si instable que la fuite leur semblait toujours une option. Créer des liens, comprit-il, demanderait plus que de la gentillesse. Cela exigerait de la patience. Et du temps. Mais au-delà des murs de son domaine, d'autres forces s'agitaient déjà. La rumeur commençait à courir. Les voisins murmuraient. Des connaissances appelaient. Des voix curieuses, indiscrètes, questionnaient l'apparition mystérieuse de ces enfants aux grilles de la forteresse de Miles Davenport, par la nuit la plus orageuse depuis des années. Et même si le beau-père avait disparu, son ombre, elle, demeurait. Miles n'en avait aucune idée alors, mais ce n'était que le commencement. La ville commençait à peine à fondre de la tempête lorsque Miles conduisit les jumelles dans Édimbourg le lendemain matin. Les routes brillaient de gadou, le soleil se reflétant sur les congères comme sur des éclats de verre. La Jaguar traversait les rues silencieuses, son moteur grondant bas, tandis qu'à l'intérieur, le silence pesait lourd. Ako se penchait en avant sur son siège, débordante d'énergie contenue. Anna, elle, restait collée à la vitre, son carnet ouvert sur les genoux, le crayon glissant même au rythme chaotique de la route. Miles les observait par le rétroviseur. La tempête était passée, mais son ombre collait encore aux enfants. Leurs yeux, trop vieux pour leur âge, parlaient déjà d'une vie marquée de cicatrices. À l'hôpital, une odeur stérile de désinfectant les accueillit, âpre et froide. Les murs, peints de couleurs pâles censées apaiser, ne faisaient que souligner le poids du désespoir qui flottait dans les couloirs. Les jumelles avançaient avec familiarité, guidant Miles à travers les couloirs jusqu'à une chambre discrète. Là, sous la lumière crue des néons, reposait leur mère. Pâle. Immobile. Les machines rythmaient son existence fragile, le bip régulier du moniteur remplissant le silence. Des tubes et des fils encadraient son visage, mais ses traits restaient doux, ses mains délicates, comme figées dans un geste interrompu. Ako se précipita à son chevet, serrant sa main avec force. Anna s'approcha plus lentement, puis déposa un nouveau dessin sur la table de chevet, un portrait de leur mère souriante, assise, baignée de soleil. Miles resta dans l'embrasure de la porte, la poitrine oppressée. Ce n'était pas seulement de l'espoir. C'était un serment, écrit en crayon et en papier. Il avait vu l'ambition dans les salles de conseil. La cupidité dans les rivalités. Le calcul dans chaque marché. Mais ceci, cette foi brute et inébranlable de deux enfants, était autre chose. Elle n'attendait pas des miracles.
Elle défiait l'impossible. Sur le chemin du retour, le ronronnement de la voiture remplit le silence, jusqu'à ce qu'Ako parle enfin. Elle se réveillera. Si elle voit le bon dessin, elle reviendra vers nous. Miles voulut lui dire la vérité, que la médecine ne fonctionnait pas ainsi, que la guérison ne dépendait pas que de la volonté. Mais quelque chose dans sa voix le réduisit au silence. Il ne protesta pas. De retour au manoir, de petits changements commencèrent à se produire. Miles transforma une pièce inutilisée en atelier pour Anna. Les murs, autrefois nus, s'épanouirent bientôt de croquis, certains reflets fidèles de la réalité, d'autres illuminés d'une beauté impossible. Pour Ako, la cuisine devint son royaume. Sous l'œil attentif de Mrs. Whittaker, elle expérimentait des recettes, sa curiosité débordant partout. Pourquoi les scones gonflent-ils ainsi? Pourquoi la soupe est-elle meilleure le lendemain? Elle posait 1000 questions, arrachant des réponses à tous ceux qui l'entouraient. Miles se surprit à s'adapter. À réorganiser son emploi du temps. À passer plus de temps à la maison. À apprendre à naviguer dans le chaos des rires résonnant dans les couloirs. Et jour après jour, le manoir, jadis forteresse de pierre et de silence, se métamorphosait. Il respirait autrement. Il vivait. Mais le monde extérieur, lui, n'était pas aveugle. Les murmures se répandaient dans Édimbourg. Le millionnaire reclus. Les jumelles mystérieuses. Des histoires se formaient comme du givre sur une vitre, déformant la vérité en quelque chose de plus tranchant. Certains demandaient par curiosité. D'autres, avec des intentions cachées. Un soir, Miles reçut un appel qui l'ébranla. Un contact du monde de l'art londonien évoqua une rumeur, un marchand à la recherche de jeunes prodiges. On disait que quelqu'un posait des questions à Édimbourg. Précisément sur 2 jumelles au talent extraordinaire. La description ne laissait aucun doute. Miles n'en dit rien aux enfants. Pas encore. Mais un malaise s'installa dans ses os comme du fer glacé. Son foyer n'était plus l'imprenable forteresse qu'il croyait. Les protégés demanderaient plus que des murs. Un soir, en passant devant la bibliothèque, Miles s'arrêta net. Anna dormait dans le fauteuil, son carnet ouvert sur ses genoux. Sur la page, en traits délicats, figurait un dessin des 3, Anna, Ako et lui-même, debout devant les grilles du domaine. La tempête s'était dissipée. Le ciel était clair. Ce n'était pas seulement une image. C'était une possibilité. Et à cet instant, Miles comprit. Il ferait tout pour la rendre réelle. L'affrontement, lorsqu'il arriva, ne fut pas un murmure. Ce fut un coup de tonnerre. Une lettre officielle parvint, embossée du sceau d'un cabinet d'avocats londoniens. Le beau-père des jumelles avait engagé une défense. Il réclamait leur garde. La lettre dégoulinait d'une bienveillance feinte, drapée dans le langage des droits parentaux et de l'unité familiale. Mais sous les mots, Miles vit la vérité. Ce n'était pas de l'amour. C'était du contrôle. De la possession. De ce que les jumelles pouvaient lui apporter ou de ce que quelqu'un lui avait promis en retour. La date d'audience fut fixée 3 semaines plus tard. Miles serra la lettre, la mâchoire crispée, le pouls battant. Il avait affronté des négociations avec des requins, des politiciens, des hommes qui maniaient le pouvoir comme une arme. Mais ici, c'était différent. Ce n'était pas un marché. C'était un combat pour 2 vies qu'il n'avait jamais prévu d'aimer et qu'il ne pouvait désormais plus imaginer perdre. Ce soir-là, Ako le confronta dans la bibliothèque. Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient d'une peur aiguë. « Tu vas nous renvoyer, n'est-ce pas » Miles s'accroupit, jusqu'à être à sa hauteur. Sa réponse fut immédiate. « Non. Pas tant que j'aurai mon mot à dire. » C'était la première fois qu'il le disait à voix haute. Une promesse cristallisée en quelque chose d'inébranlable. La bataille venait de commencer. La lettre reposait sur le bureau de Miles comme un serpent enroulé, ses mots dégoulinant d'une fausse droiture. Garde. Droits parentaux. Le beau-père avait drapé son avidité dans le langage de la loi, espérant que le système ferait son œuvre. Miles la relut encore et encore, chaque ligne attisant un feu dans sa poitrine. Ce n'était pas une question de famille. C'était une question de possession. Les jumelles n'étaient plus des enfants à ses yeux, elles étaient des biens, des talents à exploiter. Mais Miles Davenport n'était pas étranger aux batailles. Il avait passé des décennies à démanteler des empires et à déjouer des rivaux. Cette fois, cependant, l'enjeu n'était pas l'argent ni le pouvoir. Cette fois, il s'agissait de 2 vies fragiles. Et perdre n'était pas une option. En moins de 24 heures, il avait trouvé la meilleure. Eleanor Reeves, l'avocate spécialisée en droit de la famille la plus redoutable d'Écosse. Sa réputation était légendaire. Impitoyable dans sa préparation. Chirurgicale dans son exécution. Le genre de femme capable de démolir un faux récit en une seule question. Lorsqu'elle arriva au manoir, ses yeux balayèrent la pièce avec une rapidité tranchante avant de se poser sur les jumelles. Elle s'accroupit, leur parlant non comme à des clientes, mais comme à des enfants. « Je veux que vous sachiez une chose, dit-elle doucement. Il ne s'agit pas de ce qu'il veut, mais de ce qui est le mieux pour vous.
Et je ne perds jamais quand je sais que je me bats pour le bon côté. Le menton d'Ako se releva dans une défiance prudente. Anna serra son carnet contre elle. Depuis la cheminée, Miles ressentit une étincelle de soulagement. Pour la première fois, il n'affrontait pas cette bataille seul. Les jours suivants furent consumés par la préparation. Eleanor exigeait des détails, documents, témoignages, témoins capables de décrire l'état des filles à leur arrivée. Mrs. Whittaker accepta sans hésiter. « Je dirai ce que j'ai vu de mes propres yeux », déclara-t-elle. Le docteur Morris, qui avait examiné les jumelles après la tempête, fournit des rapports médicaux. Malnutrition. Exposition au froid. Signe de négligence. Les faits étaient accablants. Mais l'allié le plus inattendu vint de l'extérieur. Un journaliste, Kizzy, enquêtait discrètement sur le beau-père. Il arriva avec un dossier épais de preuves, relevés téléphoniques, états financiers, jusqu'aux rumeurs concernant un marchand d'art londonien, tristement célèbre pour avoir exploité de jeunes prodiges. Le schéma était clair. Le beau-père n'avait pas abandonné les jumelles par désespoir. Il les avait livrées comme de la marchandise, espérant que Miles ferait le travail de les maintenir en vie, en sécurité, et épanouies jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être vendues. En lisant ces dossiers, les poings de Miles se crispèrent si fort que le papier se froissa. Ce n'était pas de la négligence. C'était une trahison. Mais tandis que la bataille juridique se préparait, une autre guerre se menait dans le manoir, celle de la peur. Les jumelles sentaient la tension. Un soir, Ako accula Miles dans la bibliothèque, ses yeux vifs mais incertains. « Et si on nous oblige à retourner chez lui ?» Miles s'agenouilla, la voix ferme. « Oh !» Ses lèvres tremblèrent. « Mais si c'est le cas ?» Il posa une main rassurante sur son épaule. « Alors je me battrai plus fort. Parce que vous ne retournerez pas chez lui. » Ce n'était pas qu'une promesse. C'était un vœu. Et dans les yeux silencieux d'Anna, qui se blottit contre lui, Miles vit la vérité. Elle le croyait. Pour la première fois, quelqu'un ne les abandonnait pas. La tempête dehors était passée. Mais à l'intérieur du manoir, une autre se formait. Les murmures devinrent rumeurs. Les rumeurs, questions. La presse s'empara de l'histoire. Les caméras crépitaient au loin. Les gros titres s'enflammaient, le millionnaire reclus et les jumelles abandonnées. Miles avait passé sa vie à se protéger du regard public. Désormais, la vie privée n'était plus un luxe qu'il pouvait se permettre. Et pourtant, il refusa de plier. L'exposition eut lieu avant la date du procès. Elle avait été programmée des semaines plus tôt, une vitrine caritative dans la galerie de la ville. Eleanor le déconseilla. Trop d'exposition. Trop de risques. Mais Miles voyait les choses autrement. Il ne s'agit pas de se cacher, dit-il. Il s'agit de montrer au monde qui elles sont, non comme des victimes, mais comme des artistes. Le soir de l'événement, la galerie bourdonnait de conversations, l'air saturé de parfums, de champagne et du froissement des manteaux coûteux. Les invités passaient d'une heure à l'autre, s'arrêtant devant les croquis délicats d'Anna et les éclats de couleurs vives d'Ako. Ensemble, les jumelles avaient créé une pièce extraordinaire, un mélange de lignes fines et précises et de coups de pinceau flamboyants. Un portrait de résilience. Une déclaration d'identité. Le public resta captivé, séduit par cette sincérité. Même les visages les plus froids s'adoucirent. Mais alors il apparut. Le beau-père. Flanqué du marchand londonien, son expression oscillait entre charme et arrogance. Ils avançaient dans la foule comme des prédateurs enveloppés de civilité. Le corps de Miles se tendit, chaque instinct lui criant de protéger les filles. Le beau-père s'approcha avec un sourire trop lisse pour être sincère. Sa voix dégoulinait d'une chaleur feinte. « Mes chéris, regardez-vous. Vous nous avez tant manqué. » Le corps d'Ako se figea. La main d'Anna se referma sur son carnet. Le marchand prit la parole, sa voix lisse comme de la soie. Un tel talent à un si jeune âge. Avec les bonnes opportunités, le monde leur appartiendrait. Miles s'avança, se plaçant entre eux et les jumelles. Sa voix était calme, mais chaque syllabe tranchait comme une lame. Elles n'ont pas besoin de vos opportunités. Et elles n'ont pas besoin de vous. Le sourire du beau-père vacilla. Vous vous opposez à leur avenir. Non, répliqua Miles d'un ton glacial. Je m'oppose à leur exploitation. Et c'est différent. La conversation attira les regards. Les invités se tournèrent. Des murmures se propagèrent. Et alors, Anna fit quelque chose que personne n'attendait. Elle leva le dessin qu'elle et Ako venaient d'achever. Sa voix, d'ordinaire si douce, résonna dans la galerie. Nous avons fait ça pour lui. Elle désigna Miles. Parce que c'est lui qui est resté. La salle se figea. Et dans ce silence, le masque du beau-père se fissura. L'affrontement de la galerie avait déplacé le champ de bataille. Mais la véritable guerre restait à mener dans l'enceinte glaciale et impitoyable d'un tribunal, là où vérité et mensonge s'entrechoqueraient. Et Miles le savait, le combat ne faisait que commencer. Les paroles d'Anna résonnaient encore,
Parce que c'est lui qui est resté, lorsque le jour décisif arriva. 3 semaines avaient passé comme un tambour, chaque jour plus tendu que le précédent. Et ce matin-là, Miles se tenait devant le tribunal, les jumelles à ses côtés. Le bâtiment s'élevait au-dessus d'eux, austère et implacable, sa façade de pierre marquée par des siècles de jugement. À l'intérieur, des vies avaient été brisées. D'autres, sauvées. Aujourd'hui, ce serait leur tour. Akko s'agrippait à sa main. Anna serrait son carnet contre sa poitrine comme une armure. Aucune ne parlait, mais Miles sentait leur peur dans la force de leur étreinte, comme si lâcher prise signifiait être arraché à lui. Il se pencha, sa voix basse. « Quoi qu'il arrive là-dedans, vous n'êtes pas seul. Vous m'entendez ?» 2 petits hochements de tête. 2 pères Dieu qui, enfin, lui faisaient pleinement confiance. Et, ensemble, ils franchirent les portes. La salle d'audience était une cathédrale de silence. Bois sombre. Plafond vertigineux. Chaque son, le froissement des papiers, la toux d'un spectateur résonnait comme un coup de tonnerre. D'un côté siégeait Eleanor Reeves, les yeux acérés, ses dossiers rangés avec une précision militaire. De l'autre, le beau-père, posture arrogante, son avocat dégoulinant de confiance. Derrière eux, le marchand d'art londonien se tenait tranquille, feignant d'être un ami de la famille, concerné. Mais Miles n'était pas dupe. Le juge entra, une femme sévère dont le regard tranchait les faux-semblants. Ses yeux passèrent du beau-père à Miles, puis aux enfants. Elle voyait tout. Elle ne manquait rien. Le procès commença. L'avocat du beau-père prit la parole en premier. Ses mots coulaient comme du miel, lisses et séduisants. Il dressa le portrait d'un homme brisé, imparfait mais dévoué. Un homme égaré par le deuil et les épreuves, mais qui ne souhaitait qu'une chose, reconstruire sa famille. Il a agi par désespoir, dit l'avocat, sa voix basse et profonde. Mais il reste leur père dans tout ce qui compte. Ne devrait-on pas donner à chaque enfant la chance de retrouver sa famille ? Des murmures parcoururent la salle. À une oreille non avertie, l'histoire semblait convaincante. Mais pour qui connaissait la vérité, c'était du poison enveloppé de sucre. Eleanor se leva à son tour. Sa voix était ferme, inébranlable. Ces enfants n'ont pas été confiés à leur famille, commença-t-elle. Elles ont été abandonnées en pleine tempête. Laissées aux grilles de la maison d'un inconnu. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas du désespoir. C'est de l'abandon. Elle présenta des photographies au juge, images des jumelles telles qu'on les avait trouvées, lèvres bleues, manteau trop fin, corps tremblant de froid. Voilà, déclara Eleanor, à quoi ressemble la négligence. La salle se remua. Le beau-père, lui aussi, se tortilla sous le poids des preuves accablantes. Puis vinrent les témoins. Mrs. Whittaker, la voix tremblante d'indignation, décrivit la nuit où elle avait vu Miles franchir la porte, portant 2 enfants à moitié gelés. Le docteur Morris témoigna ensuite, détaillant la malnutrition, les signes de négligence prolongée. Puis ce fut au tour de Tizzy, le journaliste. Il déroula une toile de connexion, appel téléphonique, relevé financier, rencontre avec le marchand londonien. Pièce par pièce, il exposa la vérité. Le beau-père n'était pas venu récupérer ses filles. Il était venu récupérer un investissement. Le marchand se tortilla sur son siège, son masque se fissurant. Le visage du beau-père s'empourpra. La voix d'Eleanor fendit le silence comme une lame. Ces enfants ne sont pas des biens. Elles ne sont pas des jetons d'échange. Ce sont des êtres humains, et elles méritent mieux que d'être traitées comme des marchandises. Puis ce fut au tour de Miles. Il se leva lentement, le poids du moment pesant sur ses épaules. Pour un homme habitué aux salles de conseil et aux négociations, la cour de justice avait une autre résonance. Ici, il ne s'agissait pas de chiffres ni de contrats. Il s'agissait de vérité. Il ne chercha pas l'éloquence. Il n'en avait pas besoin. Il parla simplement. De la nuit de la tempête. Du regard d'Anna lorsqu'elle avait déposé un dessin au chevet de sa mère. De l'énergie farouche d'Akko pour protéger sa sœur. Du changement qu'elles avaient provoqué dans sa vie, imprévu, inattendu, mais profond. J'ai bâti ma vie sur le contrôle, dit-il d'une voix posée. Mais ces enfants, elles m'ont appris quelque chose que je ne savais pas avoir perdu. Elles m'ont rappelé que la richesse ne vaut rien sans lien. Que le pouvoir ne vaut rien sans amour. Je ne demande pas à remplacer leur mère. Je demande à les protéger jusqu'à ce qu'elles puissent revenir. Je ne les abandonnerai pas. Ni maintenant. Ni jamais. Les mots flottèrent dans l'air. Et pour la première fois, Miles vit l'expression du juge s'adoucir. Le beau-père tenta de se rattraper. Il insista sur le fait qu'il avait été mal compris, que ses actes avaient été déformés. Mais sous le contre-interrogatoire d'Eleanor, son récit s'effondra. Les chronologies ne correspondaient pas. Les déclarations se contredisaient. Et face aux questions sur ses affaires avec le marchand londonien, son silence en dit plus long que n'importe quelle défense. À la fin, il ne restait aucun doute. Ce n'était pas un père cherchant la rédemption. C'était un homme cherchant le profit. Le verdict tomba rapidement. La garde temporaire, déclara le juge, est accordée à M. Davenport.
avec un chemin clair vers la tutelle permanente, sous réserve de réexamen. Les mots frappèrent comme un éclair. Un soulagement parcourut la salle. Akko serra la main de Miles si fort qu'il eut mal, mais il ne la lâcha pas. Anna s'appuya contre lui, son carnet serré contre sa poitrine. Le beau-père resta figé, son masque soigneusement construit s'effritant. Le marchand glissa discrètement hors de la pièce, ses projets dissous sous la lumière de la vérité. Dehors, la neige recommençait à tomber. Non pas la tempête déchaînée des semaines passées, mais des flocons doux et légers, tombant comme une bénédiction. Et pour la première fois, Miles le ressentit aussi. Pas la victoire. La paix. Ce soir-là, de retour au manoir, les jumelles s'agrippèrent à lui comme si le jugement pouvait disparaître au matin. Il les borda lui-même, sa main s'attardant plus longtemps que nécessaire sur les couvertures. Il savait que le combat n'était pas terminé. Des appels pouvaient survenir. Des défis pouvaient renaître. Mais pour l'instant, elles étaient en sécurité. Pour l'instant, elles étaient à lui. Et pour la première fois de sa vie, Miles Davenport comprit, c'était la seule victoire qui avait jamais vraiment compté. Le printemps s'installa lentement à Édimbourg, réticent à chasser l'hiver. La neige fondait par plaques hésitantes et l'air s'adoucissait, chargé des premiers parfums de la terre en fleurs. Pour la ville, ce n'était qu'un changement de saison. Mais dans le domaine de Miles Davenport, c'était bien plus, une renaissance. Le manoir jadis silencieux ne résonnait plus du vide. Il vivait. Les jumelles parcouraient ces couloirs non pas comme des invités, mais comme si la maison elle-même les avait attendus. Leur rire remplissait les grandes pièces. Des croquis couvraient les murs. L'air vibrait du rythme d'une vie dont Miles n'avait jamais su qu'il avait besoin. Le tribunal lui avait accordé la garde temporaire, mais dans son cœur, la décision était déjà permanente. Ce n'était plus de la survie. C'était une famille. Le samedi matin, ils allaient à l'hôpital. Akko portait toujours des fleurs fraîches, ses petites mains serrant des bouquets éclatants. Anna apportait de nouveaux dessins, chaque fois plus lumineux. Un portrait de leur mère souriante. Une image d'elle marchant dans un jardin ensoleillé. Un croquis où elle leur tenait la main. Elle lui parlait comme si elle dormait seulement. La voix d'Akko emplissait la chambre de détermination farouche. Le crayon d'Anna dessinait la vie qu'elle croyait voir renaître. Et Miles, il restait dans l'embrasure, observant. Il n'avait jamais cru au miracle. Mais en voyant ses deux enfants refuser de lâcher l'espoir, il se demanda si la foi ne se trouvait pas dans l'extraordinaire, mais dans la persistance de l'amour. Un après-midi, Anna accrocha un dessin encadré au mur de la chambre d'hôpital. C'était celui qu'elle et Akko avaient présenté à l'exposition, les trois réunis, la tempête passée, les grilles ouvertes, le ciel éclatant. Elle le verra quand elle se réveillera, dit Anna doucement. Sa voix ne tremblait pas. Elle était ferme. Sûre. Et Miles, pour la première fois depuis des années, se surprit à y croire aussi. La vie au manoir suivit de nouveaux rythmes. Akko devint l'étincelle de chaque pièce où elle entrait. Elle expérimentait en cuisine, négociait des ingrédients au marché, emplissait le domaine des odeurs de cannelle, de pain et d'épices. Son rire était contagieux, sa curiosité sans limite. Anna restait plus discrète, mais son art s'épanouissait, plus lumineux, plus riche. Elle ne dessinait plus seulement des ombres et des tempêtes, ses pages fleurissaient désormais de couleurs et de lumière. Elle voyait non seulement le monde tel qu'il était, mais tel qu'il pourrait être. Et ensemble, elles commencèrent à parler de l'avenir. Non plus avec peur. Non plus avec hésitation. Mais avec cette certitude qu'un enfant acquiert seulement lorsqu'il croit enfin qu'il en a un. Pour Miles, c'était une transformation qu'il n'avait jamais anticipée. Lui, l'homme qui autrefois se cachait derrière des murs de pierre et des grilles de fer, se retrouvait désormais à s'asseoir dans les marchés bondés, à se promener dans les parcs, à se tenir fièrement aux événements de la communauté. Ses journées n'étaient plus définies par l'absence. Elles l'étaient par la présence. Mais l'ombre du beau-père planait encore. Quelques semaines plus tard, une lettre arriva de son avocat. Pas une nouvelle réclamation, pas encore. Mais un avertissement. Un rappel qu'il pouvait encore faire appel. Que la bataille n'était jamais totalement terminée. Miles ne montra rien aux filles. À la place, il rangea la lettre et redoubla d'efforts là où cela comptait. Il fit de leur monde un lieu si sûr, si empli de leur appartenance, qu'aucune menace extérieure ne pourrait l'ébranler. Les protéger n'était plus seulement un devoir. C'était de l'amour. Puis vint une idée inattendue de Mrs. Whittaker. L'exposition artistique communautaire, dit-elle un matin. Les jumelles devraient y participer. Miles hésita. L'attention publique avait toujours été dangereuse. Mais quand il vit la lumière dans les yeux des filles, son hésitation se dissipa. Alors, ils se préparèrent. Pendant des semaines, l'atelier vibra de création, le crissement des crayons, le glissement des pinceaux, les éclats de rire. Les lignes précises d'Anna fusionnaient avec les coups audacieux d'Akko, parfait reflet de ce qu'elles étaient, différentes, mais inséparables. Le jour de l'exposition arriva. Les familles envahirent le centre culturel, parents et enfants se frayant un chemin entre les rangées d'œuvres.
Et là, sur le mur, était accroché le tableau des jumelles, une vaste toile représentant le domaine au printemps. Les grilles grandes ouvertes. Les jardins débordant de fleurs. Et au centre, 3 silhouettes réunies, Miles, Akko et Anna, sous un ciel inondé de lumière. Ce n'était pas seulement de l'art. C'était une déclaration. Une déclaration d'appartenance. Alors qu'ils se tenaient devant l'œuvre, Anna glissa sa main dans celle de Miles. « Ce n'est pas juste une image, dit-elle. C'est ce que nous avons maintenant. » Et Miles, sentant le poids de ces mots, sut qu'elle avait raison. Puis, quelque chose se produisit. Subtil, au début. Lors d'une de leurs visites à l'hôpital, la respiration de leur mère changea. Un frémissement. Un léger resserrement de ses doigts. Assez pour attirer l'attention de l'infirmière. Le médecin resta prudent. Trop tôt pour prédire. Trop fragile pour promettre. Mais il l'admit, les signes étaient encourageants. Akko serra la main de sa mère, les larmes aux yeux. Anna déposa un nouveau dessin sur la table de chevet. Un portrait de leur mère éveillée, souriante, baignée de soleil. Miles se tenait derrière elle, la gorge nouée. Ce n'était pas une certitude. Mais c'était de l'espoir. Et l'espoir, il l'avait appris, suffisait. L'été arriva à Édimbourg avec ses couleurs et sa musique. Le manoir, autrefois vide, résonnait désormais des éclaboussures de peinture, du tintement des casseroles en cuisine, du rythme des rires dans chaque recoin. Miles adapta ses affaires pour pouvoir travailler depuis chez lui. Les réunions ne se tenaient plus dans des gratte-ciel, mais dans son bureau silencieux, où les dessins des jumelles couvraient les murs. Et lorsque le festival annuel de la ville débuta, il se retrouva sur le Royal Mile, les jumelles à ses côtés. La musique emplissait les rues, les tambours résonnaient, les danseurs tournoyaient, les cornemuses s'élevaient dans l'air d'été. Akko pointait les artistes avec excitation. Anna esquissait la foule d'un trait vif, capturant dans son carnet le pouls du festival. Et pour la première fois, Miles ne se sentit pas comme un étranger. Il se sentit partie intégrante. Partie d'elle. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait, Anna lui tendit son carnet. Sur la page, un nouveau dessin. Tous trois dans le jardin. Les grilles grandes ouvertes. Leurs visages tournés vers le soleil. Et en dessous, tracé d'une écriture soignée, un seul mot. Miles referma doucement le carnet, les yeux humides. Pendant des années, il avait cru que la solitude était sa forteresse. Que les murs et le silence étaient sa sécurité. Mais il s'était trompé. La maison, ce n'était pas la pierre ni le fer. C'était le rire. C'était l'appartenance. C'était le choix de rester quand il aurait été plus facile de partir. Et cette nuit-là, tandis qu'Akko et Anna s'endormaient sous son toit, Miles Davenport sut, ce n'était pas la fin de leur histoire. C'était seulement le commencement.